RMC. Les grandes gueules. Ce que je veux, c'est que vous alliez le faire gagner. Le monde de Macron. Vive la République, vive la France. Quoi de neuf dans le monde de Macron? On a une ministre de la Santé qui se veut rassurante concernant les dernières analyses à Rouen après l'explosion de l'usine Lubrizol. Et j'en entends déjà certains ricaner dans le public. Madame Buzyn. Nous avons des premiers résultats qui sont très rassurants sur la dioxine, sur les fourrages, les légumes, les fruits et dans le lait. Mais nous attendons de vérifier qu'après une semaine d'accumulation, les prélèvements restent toujours en dessous des seuils. Et si c'est le cas, nous pourrons lever toutes les restrictions sur l'alimentation dans la zone qui a été touchée par les fumées et les retombées des fumées de l'incendie. Voilà, résultat très rassurant sur la dioxine, sur les fourrages, les légumes, les fruits et dans le lait, dit Madame Buzyn. Qui reste prudente, nous attendons des prélèvements complémentaires pour vérifier tout cela, parce qu'il faut savoir que les agriculteurs ont interdiction, depuis cette catastrophe, de vendre leurs produits. Donc il y a une nécessité quand même très rapidement de lever tous les doutes, d'indemniser les agriculteurs qui sont touchés. Alors Didier Guillaume a dit 15 jours, ça fait déjà une semaine, on verra si effectivement il tient à ses promesses, mais j'ai l'impression que quoi que dise aujourd'hui l'autorité, on ne la croit pas. Et Madame Buzyn a peut-être raison, peut-être effectivement les résultats sur la dioxine sont encourageants, mais est-ce qu'on va la croire en fait? C'est ça la question. Écoute, moi, ce que je peux dire, j'ai pris des renseignements là-bas. J'ai quelques copains producteurs de lait, d'ailleurs une copine que vous devez connaître qui s'appelle Laurence Duval. Ancienne grande gueule. Ancienne grande gueule, qui m'a confirmé que les taux de dioxine en lait sont aussi bas, voire plus bas qu'avant la catastrophe. Ah bon? Et qu'on continue à baigner du lait, quoi. Parce que ça fait 8 jours que ça dure. Pour vous situer un peu le truc, c'est 700 000 litres de lait par jour qui va à la benne, quoi. On met 700 000 litres de lait dans le caniveau. En fait. Donc on jette du lait qui est bon. Par principe de précaution. Personne ne parle d'indemnisation, alors que Madame Buzyn vient de nous dire les analyses sont bonnes, on va revenir à la normale. Mais à un moment donné, les mecs, ils n'ont pas le droit de vendre, ils sont obligés de jeter du lait parce que du lait, ça se stocke pas. Si tu veux, tu peux stocker des carottes, du fourrage. Il y a des choses que tu peux stocker, mais le lait, tu le jettes. Donc tu es en train de nous dire qu'aujourd'hui, et personne ne leur parle d'indemnisation. Du lait qui est bon en fait, qui pourrait être commercialisé. Alors, à moins d'une analyse complémentaire sur un produit qui n'est pas détecté. Ça, on peut encore l'entendre. Mais aujourd'hui, le produit le plus dangereux, la dioxine, les taux sont bons et on continue à jeter du lait. Et ce, jusqu'au 11 octobre. C'est ce que te disent tes collègues. Si c'est encore bon, le 11 octobre, ils pourront remettre en marché. Voilà. Bah, ils auront perdu un paquet de pognon. Et est-ce que Laurence, imagine 15 litres de lait. Est-ce que tes amis sont confiants lorsque Didier Guillaume dit au bout de 15 jours il y aura les indemnisations? La PAC, enfin l'argent, on va dire, pas les indemnisations, la PAC. Les sous de la PAC, ils sont pas capables de le verser le jour où c'est dit. On peut avoir des retards de 6 mois, d'1 an. Je connais des éleveurs bio qui attendent 2 ans et demi des subventions qui leur sont produites et qui leur sont promises. Alors sur un coup comme ça, où il n'y a pas de budget prévu en face, les indemnisations, en fait, c'est un fonds, franchement, personne n'y croit. Non mais Didier, c'est un fonds qui il y a un existe fonds de déjà. calamité qui est vide. Ah bon? Oui, je te l'annonce, le fonds de calamité, il est vide, il est tous les ans vide, parce que quand il y a une sécheresse comme celle qu'il vient d'avoir, le fonds de calamité, il est vide, quoi. Alors, il y a certainement un fonds sur les risques, ce genre de risques, mais qu'il faudra les lever, qu'il y ait des indemnisations, on veut bien le croire. Mais des indemnisations rapides, personne ne le croit. Personne ne le croit. C'est là où mes amis agriculteurs, il leur manque ce côté anticapitaliste en réalité, parce que à un moment donné, moi je n'ai rien à payer dans la PAC ou dans quoi que ce soit. Enfin, il y a personne le contribuable n'a pas à verser 1 centime en fait sur les questions de litres de lait. Il y a un monsieur qui s'appelle Warren Buffett, dont c'est l'entreprise. Il a 90 milliards de dollars, ce monsieur. Il a quasiment 80 ans. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans le cimetière et il va s'entourer avec ses billets. Et nous, on est là, on nous retire des APL, on nous retire ceci, la CSG. On est en train de tricoter à chaque fois avec les fiches de paye des gens pour voir comment on peut donner 5 €, en retirer 10. Et nous, on va payer en fait sur l'amateurisme des gens. Non, ce n'est pas à nous de payer. Donc à un moment donné, je pense que les agriculteurs, ils savent aussi taper du poing sur la table de temps en temps sur le truc. Moi, je suis derrière eux. Il faut qu'ils fassent en sorte de demander justice là-dessus et qu'on leur paye jusqu'au dernier centilitre. Attends, où t'as raison, il y a un responsable de ça. Sauf qu'aujourd'hui, ceux qui leur interdisent de vendre du lait, c'est pas Monsieur Buffett, non, c'est l'État français qui leur interdit. Oui, mais l'État leur interdit
interdit parce que à un moment donné, lorsque on regarde sur les stockages de tonnes de, enfin il y a l'autre entrepôt là, vous savez, il y a l'histoire de l'entrepôt Normandie, juste à côté, voilà, qui est à côté, qui a brûlé, où ils disent qu'il y a quasiment 4000 tonnes de produits toxiques, de barils qui ont brûlé, et on ne sait pas qu'est-ce qui a brûlé. Et moi je rejoins ce qu'a dit Olivier, c'est-à-dire sur la question de la rupture de plus en plus. Enfin déjà quand on regarde les sondages, le dernier BVA pour la Tribune là qui est sorti, enfin il se mange un tollé sur tout ce qui propose le gouvernement, où on considère que les moindres mesures du gouvernement sont plus acceptables. Il y avait le sondage pour Atlantico qui était sorti au mois de mars, où 40% des Français en fait montraient cette rupture. Anas, il dit tous les sondages. Oui, non mais enfin je m'intéresse à la vie politique, mais enfin je vais te dire, Anas, mais la réalité c'est qu'il y a une rupture. On l'avait déjà vu autour de Steve. Il y a eu un peu les prémices de ce truc-là autour de la mort de Steve. Toujours mise en cause. Oui. Laurence. On peut mettre en... Évidemment qu'il y a une responsabilité du propriétaire de Lubrizol. Mais déjà, moi, j'aimerais savoir comment a démarré cet incendie. Parce que c'est ça qui va déterminer le degré de responsabilité. Si c'est un intervenant extérieur, si tout avait été fait correctement, Lubrizol n'est pas forcément responsable de l'incendie qui s'est déclenché, ou en tout cas dans une certaine proportion. Donc effectivement, ils peuvent débloquer un fonds. C'est sûr que le silence de Lubrizol en soi est absolument scandaleux. Mais il est aussi scandaleux que finalement le gouvernement ne se retourne pas plus fermement et plus publiquement contre Lubrizol pour en savoir plus. Vous faites une bonne analyse, sauf qu'il y a un autre problème, quoi. Le mec qui a foutu son lait dans le caniveau pendant 18 jours, hein, celui-là, c'est pas dans 3 ans qu'il lui faudra du pognon. Hein. Bah, je sais bien. C'est demain matin, quoi. Sauf qu'il fallait quand même le mettre dans le caniveau le temps de savoir ce qu'il en était. Mais ça, je veux bien l'entendre. Sauf que quand tu décides de faire mettre du lait dans le caniveau, tu te dépêches d'aller chercher le pognon derrière. C'est là où on s'interroge, par exemple, sur Notre-Dame. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire il y a de l'argent qui a été donné sur la toiture, mais à un moment donné, on a des agriculteurs. On n'arrête pas de dire ces gens-là se suicident, etc. Machin, les pauvres petits paysans, il faut faire vivre l'agriculture, machin. Et ces gens jettent du lait et on les laisse comme ça, on ne prend pas d'argent. C'est pas vrai. D'abord, il n'y a pas une échelle de valeur de ce qui est mieux et ce qui est moins bien, où se met l'argent. Déjà, c'est faux. Ensuite, les fonds qui ont été débloqués pour Notre-Dame, c'est pas l'État. Ce sont des fonds essentiellement des dons privés, des dons d'entrepreneurs, des dons privés. Donc ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je suis pour que Warren Buffett crache l'argent. Oui, mais il faut qu'il le sorte. Ce n'est pas son argent. Il vide l'exploitation des salariés. Il doit sortir l'argent. Qu'est-ce qu'il fait avec 90 milliards de dollars dans ses poches? J'arrive même pas des fois à trouver 1 euro dans ma poche quand je suis devant la boulangerie. Je dis ah ouais merde, je vais acheter qu'une demi-baguette. Et l'autre il a 90 milliards et on accepte que des mecs jettent du lait. Faut arrêter 5 secondes. En fait, on a compris c'est qu'Anas il est jaloux. En fait, il aurait dû monter sa boîte. Non, jamais. Non, mais Anas, c'est comme le dit Laurent, c'est l'enquête qui va déterminer ensuite le degré de responsabilité. Parce que si effectivement, si effectivement c'est parti de l'extérieur qu'il y a eu un problème et que ça a touché l'usine, c'est pas lui qui est responsable. Il faudra voir si tous les systèmes de sécurité ont derrière fonctionné ou pas. C'est pas si simple que ça. Anas n'a pas tort qu'il y a une double responsabilité Lubrizol et l'État, parce que le préfet avait autorisé Lubrizol à stocker des produits supplémentaires, des produits qui ont brûlé. Donc il y a quand même une double responsabilité. C'est pas d'un côté le méchant Lubrizol et l'État qui malheureusement doit. Il y a quand même une complicité, en tout cas avérée sur l'idée qu'on pouvait stocker davantage de produits, qu'il n'y avait pas de problème. Il va y avoir une expertise criminelle. C'est pas de la faute de Lubrizol ni de Monsieur Buffett. Le problème c'est que Lubrizol au début. Il y a quand même une faute de l'État. Je suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un site est classé Seveso, il y a des mesures qui auraient dû être anticipées et prises. Et celles-là, elles n'ont pas été prises. L'autre jour, je regardais Yann Barthès, là, quotidien. Ils sont allés voir un site Seveso en région parisienne, rouge, donc le truc le plus dangereux qui soit. Quand tu vas voir les gens, quand tu vas voir le maire, il te dit déjà ce site, il aurait dû être déplacé, il a jamais été déplacé. Tu vas voir les gens, ils te disent oui, c'est Seveso, on sait. Donc en fait, ça se consiste en quoi? On a mis un panneau danger et il se passe rien. Les gens sont pas formés, on leur apprend pas le confinement, on se prépare pas à des opérations de grande envergure s'il y avait un incendie, s'il y a une inondation. Pourquoi? Parce que ce sont des emplois, c'est des centaines d'emplois mais aussi. Il s'agit pas de fermer les sites. Mais Alain, il ne s'agit pas de fermer les sites, il s'agit de former les gens qui vivent autour. Il s'agit de s'interroger sur l'urbanisation. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi il y a une école à 300 mètres d'un site Seveso? Ça devrait être interdit. Quand tu décides qu'un site est Seveso, il devrait y avoir une zone tampon où il n'y a rien, il n'y a pas d'habitants.
Ça n'empêche pas d'y travailler. Attends, Didier, Anas Kazim. Juste un mot, c'est intéressant ce que dit Ségolène Royal ce matin. Elle s'est exprimée. Elle a dit, voilà, on va pas m'accuser de complaisance avec Ségolène Royal, mais on peut citer de tout. C'est toi qui choisis tes références. Mais Olivier, tu sais mais comme ça l'arrange, il choisit ses références. Mais moi, je peux citer Tréhard, je peux citer. Enfin voilà, il n'y a pas de problème. Vas-y. Ségolène Royal, elle accuse donc sur France Inter ce matin, elle dit une loi votée en 2018 qui allège les contraintes des sites Céveso, et elle accuse le patron de Lubrizol d'avoir menti. Donc c'est Ségolène Royal qui avait mis déjà le moment, qui avait mis à l'époque. Oui, non, mais après c'est quand ça les arrange. Quand une menteuse énonce un menteur, moi je me. Non, mais c'est intéressant qu'on se penche aussi sur la question de cette loi qui serait votée en 2018, qui allège la responsabilité des sites Céveso. Et enfin, à un moment donné, la responsabilité de Lubrizol, à mon sens, elle ne peut pas être. En revanche, c'est surtout que tout le monde tire le parapluie, dont Ségolène Royal, qui a été ministre de l'Environnement. On a le droit de prendre en compte aussi. Elle était aux affaires aussi. Après, il y a une chose. C'est quand même le plus important, c'est la population et c'est les produits. C'est vérifier que c'est clean dans les analyses. Et voilà. Et toute la question est de savoir aujourd'hui, c'est si le gouvernement, si la ministre de la Santé dit c'est bon, vous pouvez y aller, est-ce que les gens vont le croire ? Parce que ça, aujourd'hui, au-delà de la parole publique et de la parole politique, c'est est-ce que tu veux croire ou tu peux croire si on te dit allez-y, c'est bon, c'est nickel, vous pouvez consommer. Et ensuite, c'est combien de temps va prendre l'enquête ? Surtout parce que AZF, ça a pris 11 ans l'enquête sur AZF. Là, Lubrizol, est-ce qu'on va attendre ? Est-ce que ça va être les mêmes procédures ? Est-ce qu'on va attendre pas des indemnisations et les indemnisations. AZF, on connaît toujours pas la nature de la catastrophe. Ah si, on sait que c'est une négligence. Ça a été tranché comme ça. C'est pas encore totalement tranché. Enfin, bon, les petits camarades, vous restez avec les GG, avec les grandes gueules, avec Anas Kazim, avec Laurence Fournier, avec Didier Giraud. Dans un instant, on va reparler de la marche pour la PMA. C'était le plus gros défilé, il a eu lieu hier à Paris. Alors, on a encore une fois la guerre des chiffres. Une marche contre plutôt d'ailleurs. Oui, contre la PMA, bien sûr. C'est pour l'interdiction de la PMA. Pour dire non à la PMA. C'est la marche pour dire non. Les organisateurs disent 600 000. Bon, le cabinet occurrence, cabinet indépendant, dit ils étaient 74 000. Alors déjà, on va essayer d'y voir clair à travers ce décompte des marcheurs. Peut-être y étiez-vous, c'est le moment d'en parler, de témoigner au 32-16. Et puis ensuite, une marche, d'accord ? Et après, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que c'est un signal fort dont doit tenir compte le gouvernement ? Parce que le projet PMA, il a été adopté en première lecture. Il va revenir, il va y avoir la navette parlementaire. On a l'impression qu'effectivement, c'est déjà, les jeux sont faits dans cette histoire. 32-16, rmc.fr, hashtag GGRMC, vous prenez la parole avec les grandes gueules. RMC, 9h midi. Les grandes gueules.